Amis vrais, compatriotes, prêtez-moi l'oreille. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les jurés, chers publics, chers contradicteurs. L'histoire mondiale est le tribunal du monde. C'est par une référence à ce vers du poète Schiller que Hegel annonce la section de ses principes de la philosophie du droit consacrée à l'histoire du monde. Histoire, le mot est lancé. Il provient du grec historia, qui signifie enquête. C'est un terme équivoque qui désigne à la fois le récit du passé humain que l'historien a pour tâche de constituer et le devenir historique lui-même, le cours des événements. L'acception la plus pertinente est ici la seconde. Nous parlons de l'histoire en train de se faire, et non pas de la discipline de l'historien. Au sens juridique du terme, le tribunal est une juridiction composée d'un ou plusieurs magistrats. Au sens littéraire, cette fois, un tribunal est ce que l'on considère comme jouant le rôle d'un juge. C'est la définition du Littré qui illustre, par un exemple éloquent, le tribunal de l'histoire. L'affirmation selon laquelle l'histoire est le tribunal du monde, le monde étant entendu comme le genre humain, rejoint donc l'expression courante selon laquelle l'histoire jugera. Il ne s'agit pas ici d'un jugement de valeur, mais d'un véritable jugement de droit destiné à sanctionner les mauvaises actions et éventuellement à récompenser les bonnes. L'histoire est donc une entité à part entière, garante d'une certaine norme morale qui nous dira rétrospectivement ce qui était vrai ou bien dans les actions humaines passées. Si l'histoire est capable de juger, c'est parce qu'elle en aime de quoi le faire, et ce, soit parce qu'elle est identifiée à Dieu, c'est la théologie de l'histoire, dominée par l'idée du jugement dernier, soit parce qu'elle est identifiée à la raison, c'est la pensée de Hegel. Le problème de la théologie de l'histoire, c'est que dans cette thèse, c'est Dieu, entité extérieure, qui jugera les actes des hommes, pas l'histoire à proprement parler. Tandis que dans la philosophie de Hegel, c'est la raison inhérente à l'histoire qui jugera. Je vais par conséquent vous parler de Hegel. Faisons rapidement les présentations. Contemporain de Napoléon, et selon lui, de la fin de l'histoire et de la mort des arts, ce qui est du peu, Hegel pense qu'il y a de la raison dans l'histoire. La première question qu'il s'est posée, avec un P comme dans philosopher, est donc de savoir si la totalité des actes humains a son unité et se dirige vers un but, une fin. En d'autres termes, il s'est demandé si l'histoire avait un sens. Et la question est pertinente, tant à première vue elle paraît insensée. L'histoire du monde est en effet celle du chaos, de la violence et de la guerre. L'histoire du monde est une tragédie moderne, divisée en 3 actes. Montée en puissance, gloire et déclin, pour les peuples qui la composent et qui en sont les protagonistes. La tragédie de l'histoire est métaphysique, au sens où l'esprit du monde, qui remplace ici les dieux grecs de la tragédie classique, règne sur le cours des événements et en tant que tribunal du monde édicte ses arrêts sans appel. Cette représentation métaphorique de l'histoire ne signifie pas que les hommes soient le jeu d'une puissance étrangère à leur volonté, comme les instruments d'une instance qui les dépasse. Ce ne sont pas des marionnettes. Nous ne sommes pas dans le théâtre de Guignol, mais dans la tragédie. Et si l'histoire du monde est conçue sur le modèle d'une tragédie, on ne doit pas s'étonner que les acteurs de celle-ci, les individus historiques, soient considérés comme des héros. Qu'est-ce qui caractérise un héros? Outre le fait qu'il soit professeur de droit, avocat, même magistrat, ce qui caractérise le héros, c'est qu'il n'est pas soumis à la puissance des lois de l'État, mais qu'il obéit à sa propre loi. À l'image d'Oreste, c'est un individu plastique, capable d'allier l'extrême particularité de sa personnalité avec le souci d'un intérêt universel au service duquel il se met. C'est donc un publiciste. Cette dialectique entretenue entre le particulier du héros et l'universalité de sa cause est vraie d'abord pour ce que Hegel nomme le droit des héros à fonder les États. Parce que le droit ne saurait être établi historiquement par un quelconque contrat social, force est d'admettre qu'une certaine violence est à l'origine de la création des États. Cette violence est légitime, parce qu'elle institue des structures politiques. Elle invente un État de droit pour que cesse la guerre de tous contre tous. Il n'existe pas une frontière au monde qui n'ait été construite sur des cadavres. Quel cimetière que l'histoire, s'écriera Hippolyte Taine. L'Empire romain s'est ouvert sur un fratricide. Romulus a tué son frère Rémus. La communauté politique ne repose donc pas sur la justice, mais sur l'injustice. C'est l'injustice de la passion humaine qui est au fondement de la communauté. Dans un premier temps, je vous exposerai la notion même d'histoire tribunal du monde, avant de retenir certaines applications. Un premier constat s'impose donc, les hommes ne sont pas des êtres de raison. En tant qu'individus, nous n'obéissons pas à notre raison, mais à nos passions. Et si nous nous conformons à des règles raisonnables, c'est uniquement parce qu'il y va de notre intérêt. Si nous avons besoin de nous tourner vers la politique et vers le droit pour régler les relations humaines,
C'est précisément parce que nous n'obéissons pas aux lois que nous nous donnons nous-mêmes. Il faut partir de ce qui est. Regardons les hommes tels qu'ils sont, et non tels qu'ils pourraient ou devraient être. Or, si on prend les hommes tels qu'ils sont, ils nous apparaissent comme des êtres violents, passionnés. Prenons l'exemple de Napoléon. C'est un homme mu par des passions terribles, le pouvoir, la conquête. Pour parvenir à ses fins, le petit caporal corse, parvenu au sommet de sa gloire, déchaîne des moyens extraordinaires qui mettent l'Europe à feu et à sang, et ont un effet imprévu. Le Premier Empire est un échec politico-économique, et la France est ruinée. Ce n'est ni la première ni la dernière fois dans l'histoire de France, mais à l'époque, la ruine, elle est de pair avec la grandeur. Les conquêtes napoléoniennes ont certes été un échec, mais elles produisent un effet autre, l'expansion à travers l'Europe d'une idée du droit qui émane de la Révolution française. Une chose, le progrès du droit, conforme à la raison, se réalise donc grâce à son antagoniste, une passion. L'histoire serait donc un processus dialectique rationnel. Si vous allez aux Invalides, vous pourrez contempler le tombeau de Napoléon, fait de pierre rose sur un socle vert. Cela est sublime, disproportionné, c'est l'image de la passion, du moi hypertrophié. Et tout autour, sur les bas-reliefs, vous verrez ce que l'Empire a produit. Le lycée, le baccalauréat, le Conseil d'État, la Cour des comptes, la codification du droit, passion et raison mêlées. La passion est le moteur du progrès, qui finit par s'accomplir grâce à la raison inhérente à la logique même de l'histoire. C'est ce que Hegel appelle la ruse de la raison. C'est une ruse de la raison parce que le progrès n'entre pas dans les vues de l'être passionné, mais se réalise à son insu. Sans même qu'il se rende compte, l'homme participe au progrès de l'histoire. Ce sont les hommes qui font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font, écrivait Renoir. À l'instar de Dee, les héros de l'histoire sont aveugles à leur destin. Ils réalisent leurs intérêts, mais en même temps, il résulte de leurs actions quelque chose d'autre qui n'entrait pas dans leur projet. L'histoire mondiale serait-elle alors soumise au fatum, au fatalisme? Pas le monde du monde. Les individus et les peuples agissent librement, mais dans le cadre de conditions sociales et politiques déterminées qui constituent leur destin. L'histoire elle-même réalise le progrès de l'humanité et son avancée se fait proportionnellement au progrès de la liberté et de la conscience que les peuples prennent d'eux-mêmes. L'histoire est donc le processus par lequel un peuple devient conscient de lui-même, c'est-à-dire conscient d'exister en tant que peuple. Et c'est la raison pour laquelle nous retenons principalement de l'histoire les moments où notre peuple a été menacé dans son existence, autrement dit, les guerres. Les guerres sont ainsi un terreau fertile pour l'éclosion de conventions internationales qui entendent y mettre fin. Les exemples sont légion, des traités de Westphalie au pacte de Briand-Kellogg. Si le premier, signé après la guerre de 30 ans, fonde la création des États-nations modernes, le second, signé après la Première Guerre mondiale, premier conflit industriel auquel l'humanité a été confrontée, condamne le recours à la guerre et le proscrit dans ses relations internationales futures. Fait notable que France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, le Japon, soit l'ensemble des protagonistes de la Deuxième Guerre mondiale, étaient signataires. Étonnant, hein, comme dirait Pierre Desproges. Preuve, s'il en fallait, que le droit international, considéré parfois comme le tribunal du monde, n'est pas en mesure d'imposer sa loi. Même si l'Organisation des Nations Unies est dotée d'infiniment plus de moyens que n'en avait la Société des Nations en son temps, son organe judiciaire, la Cour internationale de justice, reste tributaire du consentement des États. On peut donc nier la légitimité des juridictions internationales. Et qui peut s'opposer au jugement de l'histoire? Voyons maintenant les applications de cette notion. 4 époques majeures scandent le cours de l'histoire du monde. Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, époque contemporaine. On peut comptabiliser autant de procès historiques que le temps de l'histoire. Nous avons vu que la communauté politique reposait sur l'injustice et que tout ordre social était établi par des moyens hautement contestables. C'est pourquoi, à travers le temps, différentes figures, différents héros ont vu le jour et ont défié à leur façon l'ordre social fraîchement établi. Socrate, pour l'Antiquité, Jeanne d'Arc, au Moyen-Âge, Louis XVI, au temps moderne, et Nelson Mandela, à l'époque contemporaine. On a retenu des chefs d'accusation diverses et variés à leur encontre: impiété et corruption de la jeunesse, pour le premier, hérésie pour la seconde, trahison pour le troisième, terrorisme pour le quatrième. Mais les véritables motifs de leur procès étaient tous d'ordre politique. Socrate choisit d'assurer lui-même sa défense, refusant de lire le brillant discours que Lysias, le grand orateur de son temps, lui avait pourtant rédigé. Condamné à mort, ses amis lui enjoignent qui de fuir, qui de soulever une QPC, mais Socrate reste stoïque. La loi est dure, mais c'est la loi. Dura lex, sed lex.
Il boira la grande ciguë. Socrate voulait très certainement mourir, parce que sans sa mort, sans cette dramaturgie autour de son procès et de ses derniers jours, ce que l'histoire a retenu comme une première résistance face à l'injustice. Socrate serait réputé aujourd'hui pour un sophiste du 5e siècle avant Jésus-Christ, comme il y en avait tant d'autres. Gorgias, Calliclès, Thrasymach. Il n'aurait par conséquent jamais accédé à l'éternité philosophique à laquelle, et sans aucun doute, il aspirait. Socrate voulait mourir pour mieux vivre, pour passer à la postérité. Philosopher, c'est apprendre à mourir, lui va dire Platon. Il s'agit dans le platonisme de mourir en son corps, ses passions, son individualité, pour accéder à l'universalité de la pensée. On retrouve la figure du héros. Près d'un millénaire plus tard, en 1431, Jeanne d'Arc est accusée d'hérésie et emprisonnée dans une tour du château de Rouen. Bien que jugée par l'Église, Jeanne d'Arc reste néanmoins embastillée dans cette prison civile, au mépris du droit canon, preuve, une fois de plus, que les hommes méconnaissent bien souvent leurs propres lois. Elle sera brûlée vive en place de Rouen, avant qu'un procès en réhabilitation soit prononcé en 1456. Ces deux procès historiques présentent la particularité évidente d'avoir subi une influence politique. Le premier de la part des Anglais, et le second de la part de Charles VII, roi de France. Son successeur, qui sera plus Valois et Bourbon, Louis XVI, sera lui-même jugé, et à travers lui, les sans-culottes feront le procès de la monarchie tout entière. Mandela était en son temps considéré comme terroriste, et qui visait communiste, dans le contexte de guerre froide où l'apartheid était la ligne de défense affichée de l'Occident en Afrique australe. Comme Socrate, il choisit d'assurer lui-même sa défense, car comme Socrate, il rêvait d'une tribune. Ses juges, qui connaissaient Nelson Mandela avocat à la cour, et non Nelson Mandela hors la loi, se montrèrent mal à l'aise durant la comparution. Non pas simplement parce que Mandela était leur collègue déchu, mais parce qu'il était un homme ordinaire, puni pour ses conditions. Si tous ces êtres ont choisi en des temps et des lieux différents de s'opposer à la loi de l'État, c'est parce que la croyance en une justice éternelle était en eux bien vivante. Leur conception était celle d'un homme qui dépasse son temps et inscrit son action dans l'histoire. Leurs interrogatoires furent brefs, puisqu'ils ne contestaient pas les faits. Ce qu'ils contestaient, c'était la raison d'État, à laquelle ils opposaient leur vision du droit, de la vérité ou de la morale, reprenant à leur compte l'idée selon laquelle la loi d'Antigone prime la loi de Créon. Leur condamnation était donc inscrite d'office dans leur procès, et ce pour la simple et mauvaise raison qu'ils apparaissaient comme les ennemis irréductibles de l'ordre social, et ce faisant, encouraient le châtiment suprême. Et tous, en effet, à l'exception notable de Mandela, seront condamnés à mort. Mais un procès historique ne s'arrête jamais au baisser de rideau. Il ébranle la cité, la conscience collective, elle laisse un sillage à travers le temps. De nos jours, Socrate est le père de la philosophie morale occidentale. Les exploits de Jeanne d'Arc sont, depuis le XIXe siècle, usurpés pour servir certains desseins politiques, parfois au mépris de l'histoire. Une histoire qui l'absoudra, la canonisera, et en fait aujourd'hui le 7e personnage le plus célébré au fronton des établissements scolaires français. Raymond de Sèze, avocat de Louis XVI, avait averti les juges. Songez, vous tous ici, que l'histoire jugera votre jugement, et son jugement sera celui des siècles. Et l'histoire, si justement invoquée, réhabilitera le roi guillotiné, en le plaçant dans la filiation de Linière. Nourri de Fénelon, croyant que gouverner et faire le bien, Louis XVI ne pouvait qu'être sensible à l'aspect généreux de 1789, puis choqué par les dérives du régime conventionnel, par la tyrannie. Tyrannie contre laquelle, à une autre époque, à un autre temps de l'histoire, Mandela s'est érigé. Il est aujourd'hui le symbole universel de la lutte et de la résistance face à l'oppression. L'histoire leur a ainsi offert un second jugement. Qui nous dit que certains procès d'aujourd'hui ne connaîtront pas le même sort? Lorsque les plateaux de la balance de la justice humaine ne sont pas correctement équilibrés, c'est le devenir historique de l'humanité qui se charge de rétablir l'équité. L'histoire apparaît donc bien comme un tribunal du monde qui décide, pour chaque peuple, chaque individu, du rôle et du sort qui doivent être attribués. Le but universel, au final, de l'histoire du monde, n'est donc rien d'autre que l'histoire de la liberté, ou, plus exactement, la conscience que les hommes prennent de leur liberté. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté.
cher président du jury, chers membres du jury, cher public, chers contradicteurs, l'histoire est-elle le tribunal du monde? Ça va être difficile pour vous. Vous pensiez avoir été convaincu. Je sais qu'il est difficile aujourd'hui de changer d'avis. Certains le voient comme une faiblesse. Alors, avant que je ne commence, et pour soulager votre ego, je voudrais vous rappeler ce que disait Victor Hugo. Mauvais éloge d'un homme que de dire que son opinion n'a pas varié. C'est préféré huître à l'aile. J'entre maintenant dans mon sujet. Contrairement à la langue allemande, qui distingue Geschichte et Historie, le français utilise un seul mot, mais qui recouvre deux significations bien distinctes. L'histoire, c'est d'abord le devenir historique, vu dans ce sens. L'histoire comme tribunal du monde n'est autre qu'une métaphore, illustrant le fait que l'histoire a un sens déterminé, qu'il y a une rationalité historique qui dépasse l'être humain. Mais c'est aussi, d'après le grec historia, qui signifie enquête, la connaissance que l'historien essaie de constituer. À la lumière de cette définition, l'historien est une personne rapportant des faits, les interprétant et en ce sens portant des jugements, mais jugements qui n'ont pas de valeur officielle. Dans les deux cas, l'histoire n'est pas le tribunal du monde. Puisque la métaphore reprise par Hegel nous invite à faire de l'histoire un tribunal, je vais me faire le procureur, modestement bien sûr, le procureur d'un déterminisme historique ni démontré, ni souhaitable. Voici la critique que fit Diderot d'une nature morte de Chardin. Approchez-vous, tout se brouille, s'aplatit et disparaît. Éloignez-vous, tout se crée et se reproduit. L'idée présente, c'est qu'il ne faut jamais se fier à ses apparences. Diderot termine sa critique par « N'avons-nous pas vu les oiseaux du jardin du roi se casser la tête contre la plus mauvaise perspective ?» L'oiseau, pour s'élever, et cela vaut aussi pour l'homme, doit se méfier des apparences. C'est cette idée fondamentale qu'avait en tête Hegel et qui l'a conduit à reprendre le fameux vers de Schiller « L'histoire du monde est le tribunal du monde ». Ce que veut dire Hegel, c'est que si l'histoire est un chaos, un désordre apparent, dès lors qu'on prend un certain recul, émerge alors un sens, une rationalité. Selon lui, les hommes sont mus par des passions, passions qui donnent naissance à leur contraire, la raison. Il prend l'exemple de Napoléon Bonaparte qui, animé par sa passion du pouvoir, a permis à l'idée du droit, issue de la Révolution française, de se développer en Europe. Ce qui devient tout à fait rationnel. L'idée, c'est qu'à son insu, entraîné par ses passions, Napoléon aurait fait avancer l'histoire, dans un sens voulu, rationnel. Donc selon Hegel, d'abord l'histoire aurait un sens, et ensuite l'homme le réaliserait à son insu, inconsciemment. Quand il dit que l'histoire est le tribunal du monde, il considère qu'à travers l'histoire, l'esprit du monde s'érige en juge et tranche. Plusieurs choses seraient possibles, il en rend une nécessaire, l'autre impossible. Partant de ce constat, ce qui est devenu nécessaire en se produisant devient juste, explicable, rationnel. Valéry disait « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. » Dire que l'histoire du monde est le tribunal du monde, c'est dire que quand une civilisation disparaît, c'est que quelque chose qui transcende l'homme en a décidé ainsi. Je dirais à celui qui pense que l'histoire du monde est le tribunal du monde ce que disait Schiller dans son poème. Tu t'épouvantes d'une illusion menteuse. Que signifient tes dieux, ces prétendus libérateurs d'un monde décrépit? Car si l'idée est belle, ces fondements reposant dans les cieux n'ont en commun avec les temples que les croyances qu'il abritent, mais pas la solidité de ces fondations. Ce déterminisme historique, en plus d'être totalement incertain, induit inéluctablement de terribles conséquences. Car si l'histoire est le tribunal du monde, l'homme n'est plus que le courtier chancelant d'un souffle venu d'ailleurs. Oui, ceux qui défendent cette idée, aveuglés par l'envie de voir un fil d'Ariane guidant l'histoire hors de cet absurde labyrinthe, font de vos passions des fils qui vous agitent et vous devenez pour eux non pas les jouets du monde, comme disait Platon, mais c'est Pantin. On observe d'ailleurs un immense paradoxe. Le sens de l'histoire, il suffit d'observer, dit Hegel, permet à l'homme d'aller vers la liberté. D'abord un seul homme, le despote était libre. Puis, chez les Grecs, une poignée d'hommes disposaient de cette liberté. Enfin, la Révolution française proclame que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux. Mais de quelle liberté parle-t-on
alors qu'on sublime l'histoire. C'est louer les cieux d'apporter des ailes aux hommes, mais ces ailes ne seraient peut-être pas celles de Baudelaire. Celles que Baudelaire utilise dans l'Albatros, des ailes de géants qui l'empêchent de marcher. Dire que l'histoire est le tribunal du monde serait affirmer que les 9 grands juges américains, les 12 juges d'Angleterre, nos sages français ne sont plus des acteurs conscients de l'histoire. Le geste décisif n'est pas de l'homme, et en réalité, au moment où le marteau de ces juges frappe, c'est le marteau de l'esprit du monde qui frappe. C'est le même marteau qui frappe, mais on a raccourci le manche, dirait Odilon Barrot. Et si le préfet, lui, a conscience d'obéir à une loi supérieure, voilà que c'est dégradant pour ces grands juges qui, eux, n'auraient aucune conscience d'être que le fruit d'une déconstruction divine. Et ne voyez-vous pas la dangerosité de dire que l'histoire se fait indépendamment de la volonté des hommes? C'est justifier tout ce qui arrive. Même ce qui vient de moins moral à nos yeux, c'est se résigner à ne suivre plus que nos passions. Voyez la dangerosité encore d'un tel propos. Dites que Napoléon était uniquement mu par ses passions, et vous verrez se réveiller à travers le monde les disciples de Lombroso, avec leurs outils, à mesurer vos sourcils et vos mâchoires pour vous dire que telle passion anime celui-ci, et que telle autre anime celui-là. Comment penser que l'histoire est le tribunal du monde? C'est refuser de voir en face la part du hasard dans la vie des hommes. Nietzsche disait jusqu'ici, dans toute l'histoire de l'humanité, aucun but, aucune direction raisonnable et secrète, aucun instinct, mais au contraire, hasard, hasard, hasard. Comment dire que l'histoire a un sens quand on sait que ce hasard peut prendre au besoin la forme d'un grain de sable, d'une nez de Cléopâtre et d'une chiquenaude, changer la face du monde? Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que Paul Valéry utilise le terme accident quand il dit les plus belles choses, et les plus antiques, et les plus formidables, et les mieux ordonnées sont périssables par accident. Trotsky, à l'automne 1923, à un moment critique de ses relations avec Staline, se trouvait cloué au lit par une fièvre contractée lors d'une chasse au canard. Il écrira plus tard: on peut prévoir une révolution, une guerre, mais il est impossible de prévoir les conséquences d'une chasse au canard en automne. Et c'est ce même hasard qui a su prendre la forme du nez de Cléopâtre, façonnant toute la physionomie du visage de notre 5e République. Si la trajectoire d'une balle avait été différente de quelques millimètres, la face de notre République aurait été changée. En effet, le 22 août 1962, c'est l'attentat manqué du petit Camard contre le général de Gaulle. Les coups de feu atteignent sa voiture, mais le manque. Et alors que Madame de Gaulle, craignant pour ses poules dans le coffre de la voiture, s'exclame « J'espère que les poulets n'ont rien eu », le général s'imagine déjà ressortir plus fort d'un tel événement et en profite pour faire passer son référendum visant à modifier la Constitution qui va élire le président au suffrage universel. Tout ce qui en découle, ce renforcement incroyable de l'exécutif qui fonde notre système politique actuel, n'a de cause qu'une balle manquée. Et ce hasard qui régit notre monde n'a rien de commun avec tennis, qui fait la justice. Sinon, qu'il a lui aussi un bandeau sur les yeux, non celui de l'impartialité, mais celui qui rend aveugle. Le hasard distribue l'aveuglement, ici fortune, là misère. C'est la volonté des hommes, alliée à la bonne ou mauvaise fortune, qui fait l'histoire. C'est l'homme qui, après l'Antiquité, précipita quelques siècles sous un ciel fuligineux. C'est l'homme encore qui éclaira tout le XVIIIe siècle si intensément. L'histoire ne marche pas dans un sens. L'histoire ne parle ni ne bégaye. Son sens est toujours provisoire. Et s'il y a en cela la fatalité d'une roue condamnée à tourner sur elle-même, l'homme trouve néanmoins toute sa dignité, puisqu'il joue un rôle dans ces sens successifs de l'histoire. Je ne crois pas que Napoléon, mu par ses passions, ait développé le droit à son insu. D'ailleurs, n'était-ce pas sa raison qui parlait lorsqu'il disait « Ma vraie gloire, ce n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Waterloo effacera les souvenirs du temps de victoire. Ce que rien ne peut pas, ce qui vivra éternellement, c'est le code civil. » Et si l'histoire, en son sens de devenir historique, n'est pas le tribunal du monde, il en va de même de l'histoire comme récit du passé. Si le positivisme historique promeut de ne donner que des faits dans leur exacte chronologie et dépouiller de toute interprétation, pour d'autres, la vérité historique n'est pas de l'ordre du constat mais du jugement, objectif appréhendé.
L'historien mènerait donc une sorte d'instruction. Il ferait un travail d'enquête afin de livrer une version de l'histoire qui lui semble juste. L'historien Marc Bloch écrivait d'ailleurs « Comme nos confrères du palais de justice, nous recueillons des témoignages à l'aide desquels nous cherchons à reconstruire la réalité. » Pourtant, un historien italien, Carlo Ginzburg, explique que les faits historiques ne sont pas établis sur les mêmes bases que les faits juridiques. Ce qui est recevable pour un historien ne l'est pas pour un juriste. C'est pourquoi l'historien ne convoque pas les témoins et il ne juge pas, il n'y a pas de prescription pour un historien. Et pourquoi alors lui laisser tant de liberté dans ses recherches, contrairement au juge, pour qui les règles de la procédure sont si contraignantes? Tout simplement parce que l'historien n'a aucune autorité sur le monde. L'historien ne prononce pas de peine. Les effets de son jugement diffèrent radicalement de ceux rendus par un tribunal. L'histoire est au monde ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme est au droit. Riche dans son contenu, mais fade dans sa portée. Si le silence peut être si intense avant que le marteau de la justice ne frappe, si le fracas de celui-ci peut vous hanter, c'est que le tribunal clôt le débat, et qu'il y a derrière tout ce processus solennel, derrière ces colonnes qui abritent la justice, toute la force et le pouvoir contraignant d'une nation. Le juge condamne au nom du peuple français. On retrouve cette idée d'une nation entière au service d'une justice dans ces mots de David Hume. Nos flottes, nos armées, notre budget, tout cela ne fait que pour assurer une fin unique, l'indépendance des 12 grands juges d'Angleterre. Qu'en est-il vraiment de l'historien? Le jugement de l'historien n'est que déclaratif, personnel, et peut être sujet à toute remise en cause, alors que les décisions de justice rendues en dernier recours présentent un caractère stable et normalement permanent. L'histoire est en perpétuel mouvement. La justice des tribunaux a quelque chose de méditerranéen, alors que l'histoire, elle, est comparable à nos plages normandes, où la mer hésite sans cesse à jeter sa silhouette ici ou là. Alors qu'un tribunal donne une solution uniforme, l'histoire protéiforme n'est qu'un agrégat de points de vue dissonants. Alors que le juge du tribunal donne autorité à ce qu'il prononce, une version historique ne s'installe que si elle est acceptée. L'histoire n'est pas le tribunal du monde, mais plutôt une constellation de subjectivité qui laisse un reflet sur l'océan du temps. Et si l'histoire devient le tribunal du monde, c'est que celle-ci s'impose à travers une loi mémorielle qui déclare ou impose un point de vue officiel de l'État. En Pologne, c'est d'actualité. Certains voudraient sanctionner les historiens qui parlent du camp de concentration polonais. Mais pour cela, il faut le voir. L'historien, loin d'être un juge, peut comparaître en justice, se retrouver devant un tribunal justement pour l'histoire qu'il raconte ou ne raconte pas. Je pense à la loi Guesso et à la notion de négationnisme. L'historien peut parler autant qu'il veut de crimes contre l'humanité. Ce n'est pas lui qui jugera les responsables, puisque ce n'est pas son rôle. C'était le rôle du tribunal militaire de Nuremberg, c'est aujourd'hui celui de la Cour pénale internationale, c'est le rôle d'un tribunal, non de l'histoire. Pour finir, nous parlons de tribunal, de justice, d'histoire. Avez-vous noté le nom de cet amphithéâtre inscrit sur une petite plaque dorée à l'entrée? Nous sommes dans l'amphithéâtre Jules Durand. Jules Durand était un syndicaliste docker qui a été injustement condamné à la peine de mort par la cour d'assises de Rouen en 1910. On lui reprochait, à tort, d'avoir poussé les grévistes à s'attaquer aux briseurs de grève, avant que l'un d'eux ne trouve la mort dans une bagarre. Et désormais, vous avez tout près de Franklin, où Jules Durand faisait ses discours, cette petite plaque qui porte son nom. Cette petite plaque qui brille comme la réhabilitation d'un homme intègre qui a croisé le chemin d'une justice qu'il est témoin. Mais cette plaque peut être amenée à disparaître. Stanisław Jersylek disait « Si vous détruisez les statues, préservez les socles, ils peuvent toujours servir. » En plus d'avoir anticipé cette préoccupation actuelle de vouloir diminuer les dépenses publiques, il montre que l'histoire peut être écrite par les vainqueurs. Cela donnait qu'une association, les ennemis de Jules Durand, se montre. L'histoire pourra sans doute retirer la plaque de Jules Durand, mais ne pourra jamais juger à la place de la Cour de cassation, qui en 1918 a cassé le jugement de la Cour d'assises de Rouen, qui avait injustement condamné.
Prochain contradicteur, vous m'avez dit que l'histoire était écrite par les vainqueurs. Alors, pardon? D'accord. Alors, ça va vous faire une petite citation. L'histoire est écrite par les vainqueurs, quels qu'ils soient. Son jugement ne doit pas intéresser les hommes du temps présent. Savez-vous de qui est cette citation? Elle est de Robert Brasillac, journaliste d'extrême droite, collaborateur de l'occupant nazi. C'est un texte qu'il a écrit à la prison de Fresnes en 1944, quand il savait déjà que tout était perdu pour lui. En réalité, l'histoire n'est pas écrite par les vainqueurs, elle est écrite par les vivants. Bien plus que par les vainqueurs, et Brasillac ne sera pas fusillé à la Libération pour cause de défaite, mais de trahison. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale, cette page d'histoire de France, encore si sensible, et même brûlante, que vous avez d'ailleurs évoquée, fut d'ailleurs écrite tant de fois que les vaincus ont eu légitimement le droit de témoigner aux côtés des vainqueurs. Vous avez fait référence, je rebondis, au procès de Nuremberg et à la notion de crime contre l'humanité, qui était à l'époque une toute nouvelle incrimination. Et vous dites, ce n'est pas l'histoire qui a jugé, mais ne croyez-vous pas que s'il n'y avait pas eu l'histoire, s'il n'y avait pas eu le fait historique, s'il n'y avait pas eu la Shoah, s'il n'y avait pas eu le génocide, il n'y aurait jamais eu l'incrimination de crime contre l'humanité. Il n'y aurait pas eu ce tribunal de Nuremberg. Vous semblez privilégier le droit positif à la notion même de justice. Mais c'est justement le débat qui s'est posé lors de Nuremberg. On s'est demandé si les nazis, dignitaires comme citoyens, avaient bien commis des crimes contre l'humanité. Et la réponse était complexe. Parce que les nazis invoquaient l'ordre de la loi, le commandement de l'autorité légitime. Ils s'étaient conformés au droit positif. Le droit positif n'est pas la justice. Le génocide et la participation des citoyens à ce génocide apparaît comme un crime. Mais pour qu'il en soit ainsi? Pour disqualifier en violence le respect de la loi nazie, il faut changer la légalité de référence. Le droit positif ne permet pas de répondre à notre légitime soif de justice. C'est grâce à l'histoire, c'est parce que nous avons créé les tribunaux, c'est parce que nous avons changé cette légalité de référence que nous avons pu juger les nazis. Alors vous m'avez dit, oui, les historiens peuvent juger, finalement non, pas trop. Non, bah non, ils ne peuvent pas juger. La subjectivité inhérente au travail d'historien font qu'ils sont marqués par leur temps, par leur époque. Et justement, pour rester sur l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, si Robert Paxton, en 1973, n'avait pas écrit La France de Vichy, on en serait encore à la vision unificatrice, hégémoniste du général de Gaulle. En définitive, l'histoire passe tout au tamis du temps. Ça ne veut pas dire que parce qu'une chose est arrivée, parce qu'elle est entrée dans le fait historique, elle devait être, et qu'elle relève nécessairement de la vérité, de la morale, du droit. Non. Non, ça veut dire que seul ce que l'histoire juge digne d'être gardé est vrai ou bien. Vous avez cité aussi Jules Durand. Jules Durand, et vous apportez de l'eau à mon moulin, puisque Jules Durand, on a parlé de l'affaire Jules Durand comme étant l'affaire Dreyfus du monde ouvrier, parce que ma mémoire est bonne. Bon. Qu'est-ce qui était significatif dans l'affaire Dreyfus? C'est que Dreyfus, le capitaine Dreyfus, s'opposait à la raison d'État, justement. C'est-à-dire le principe au nom duquel l'État s'autorise à violer le droit au nom d'un critère supérieur. Et qui lui a refusé d'ailleurs le droit à un véritable procès. Par conséquent, il fallait bien que Dreyfus témoigne de cette injustice dont il était frappé. Ce n'était pas une injustice au regard du droit positif, c'était une injustice au regard de l'idée même de justice. Alors, oui, vous m'avez parlé de Dieu, moi je ne parlais pas de Dieu, j'ai réfuté d'ailleurs la théologie de l'histoire. Pensez que Hegel condamne l'homme au déterminisme. Non, l'histoire n'est pas un déterminisme, ce n'est pas une fatalité. L'histoire est le cadre temporel, spatial, dans lequel l'homme agit. Mais il est libre d'agir. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Je vous remercie. J'ai dit que l'histoire pouvait être écrite par les vainqueurs.
Votre seul argument a été de dire que cette chose a été aussi dite par Brasillac. Même s'il est contestable, ce qu'il a fait est contestable, ces idées peuvent être bonnes. Moi, personnellement, je vous fais un principe de ne pas lire les idées de quelqu'un qui a des idées contestables, mais n'empêche que ces idées pouvaient être bonnes, malgré le fait que cette personne soit contestable. Ensuite, vous dites, c'est l'histoire qui fait la justice. Mais non. Enfin, vous dites c'est l'histoire dans le sens où c'est ce qui s'est passé précédemment qui fait qu'on juge de telle manière ou de telle autre le futur. Mais c'est pas l'histoire qui fait qu'on juge de cette manière, c'est l'homme qui a sa subjectivité et effectivement qui est dans ce cadre historique et donc qui avec sa subjectivité, avec ce qu'il connaît de l'histoire, va juger. Mais c'est quand même l'homme. Vous parlez des lois et d'Hitler. Peu importe, si ces lois sont mauvaises, je serai le premier à aller à l'encontre. N'empêche que c'est la loi qui est officielle. Je me battrai, mais elle est reconnue. Par contre, c'est avec ma conscience que je vais me battre pour changer ces lois. Mais on ne peut pas tous vouloir la loi qui nous paraît la bonne, sinon c'est comme le naturalisme juridique. Chacun, par sa conscience, d'avoir ses lois, il y aura autant de lois que possible. Non, chacun doit se battre pour faire passer ce qu'il pense juste dans la loi officielle. On ne peut pas nier la loi positive. D'ailleurs, vous le dites après. Vous dites qu'avec l'affaire de Fuchs, finalement, le problème, c'est qu'on a violé le droit au nom d'un critère supérieur. Donc ça ne pose pas problème dans un sens, mais par contre, dans l'autre sens, ça nous pose problème. Ça veut dire que la loi positive, il fallait la violer, mais par contre, la loi qui vous semble juste avec Dreyfus, c'est dangereux de la violer parce que, au nom d'un critère supérieur. Ensuite, pour terminer, je ne suis pas sûr que vous ayez compris ce que voulait dire Hegel quand il parlait de l'histoire comme tribunal du monde. Pour Hegel, l'homme ne réalise pas consciemment, pas avec sa raison. Quand il parle de la raison, c'est la raison universelle. Et pour la voir, il faut s'extérioriser, il faut avoir un regard extérieur à l'homme. En fait, la raison universelle, c'est Dieu. Ce n'est pas la raison de l'homme. Maxence, donc une petite question. Donc à vous écouter, j'ai eu l'impression que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, puisque finalement l'histoire charrie avec elle inexorablement les valeurs. Au terme de l'histoire, au terme du temps qui passe, le bien triomphe. C'est un peu comme dans ces belles histoires de Disney, on voit à la fin la princesse partir avec le prince charmant, c'est tout à fait sympathique. Mais je me suis demandé, à vous écouter, alors vous avez cette formule très, très forte, le devenir historique rétablit l'équité. Devenir historique rétablit l'équité. Et je me demandais qui, justement, rachetait les morts que charrie l'histoire. Alors on se place a posteriori, et quand je dis que l'histoire va... il y a deux questions en une en réalité. Vous avez introduit en disant... Comment c'était les questions ? Pour le mieux dans le voilà, pour le mieux dans le Non. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire passe, fait historique, passe au tamis du temps, et on retient que ce qui était bien. La Révolution française, à l'aune duquel d'ailleurs notre lecteur a placé sa plaidoirie en citant notamment la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. 1789, c'est effectivement, 26 août précisément, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. De 1792 à 1795, c'est le régime conventionnel, c'est la terreur. Et justement, ce qui fait qu'on peut ou non, alors ça c'est le grand débat à tirer de leçons de l'histoire, c'est que l'histoire, c'est là sa principale caractéristique, elle ne se répète pas. Et il y a une infinie différence entre un Robespierre qui est apparu une fois dans l'histoire de France et un Robespierre qui revient éternellement couper la tête aux Français. Ça c'est la théorie de l'éternel retour de Nietzsche, que vous connaissez bien. Justement, c'est ce qui rend compliqué la prononciation d'un verdict en réalité. Est-ce qu'on peut condamner ce qui est éphémère ?
On a cette nostalgie de la Révolution française. L'historiographie française est très fière de Robespierre, parce qu'elle retient justement l'aspect positif de la Révolution. Mais il n'y a pas eu du positif dans la Révolution. Je ne dis pas que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, justement. J'ai précisé que l'histoire était l'histoire des hommes, l'histoire du monde, c'était l'histoire du chaos, de la violence, de la guerre, que toute communauté politique était établie par des moyens de violence. Ce sont les faits, c'est l'évidence même. Alors est-ce qu'on peut dire que le devenir rétablit l'équité? A posteriori, oui. A posteriori, oui. Il fait revivre les morts. Bien sûr que non. Mais nul ne peut faire revivre les morts, pas même Des l'histoire. pertes. Il y a des pertes. Il y a des pertes. Bah, certes, les fracas, oui, il y a des pertes, évidemment, mais on ne peut pas les éviter, c'est le revers de la médaille. Une question d'abord pour Maxence. L'histoire est en train de se faire. On a l'idée de l'histoire qui est en perpétuel mouvement. Et pourtant, il faut s'arrêter un instant à cette notion de justice universelle. Il y a une idée de relativité dans l'histoire et une idée d'immobilisme de la justice universelle. Comment vous pouvez faire face à finalement la contradiction entre ces deux notions? Parce qu'on parle d'histoire. L'histoire est-elle le tribunal du monde? Mais là, il y a une idée de justice universelle, d'ailleurs incarnée par le tribunal pénal international, par exemple, la justice internationale, donc une idée d'immobilisme, d'universalité de la justice. Mais la législation pénale évolue elle aussi. Elle peut commettre des erreurs. Alors, je parlais de la Cour pénale internationale, donc c'est un peu autre chose qu'on considère également comme le tribunal du monde. Alors, il y a un immobilisme, effectivement, mais le point de vue de Hegel, justement, c'est qu'on se place à la fin de l'histoire. On prend du recul. On n'est pas au cœur des événements, mais on se place. C'est l'exemple un petit peu, pour être un peu démagogique peut-être, quand on regarde la Terre du point de vue d'un individu, ce qui s'y passe est désordonné, complètement chaotique. Quand on prend du recul, de la hauteur, et qu'on regarde la Terre du point de vue du Soleil, on voit que la Terre obéit à des lois parfaitement ordonnées. C'est en réalité à la fin de l'histoire qu'il faudrait se placer. Le problème, c'est qu'évidemment, personne, aucun individu historique ne peut se placer à la fin de l'histoire. Parce que nous ne sommes pas Dieu, et Hegel, d'ailleurs, ne considère pas que c'est Dieu. Kant considère que Dieu est le juge. Justement, Hegel, c'est la raison. Raison universelle. La raison universelle, mais qui n'est pas... n'aime pas dire Dieu, mais... Oui, mais qui n'est pas associée à Dieu. Non, c'est métaphysique. Là-dessus, nous rejoignons parfaitement, et le problème de Marx, d'ailleurs, à mon sens, c'est que c'est un bébé Hegel, lui aussi, hein. Mais le problème, c'est qu'il a substitué le spiritualisme de Hegel à un matérialisme, la lutte des classes, etc. Mais c'est métaphysique, mais ce n'est pas Dieu pour autant. C'est une entité supérieure, ce n'est pas Dieu. Alors, je ne suis pas satisfaite par rapport à la réponse, parce que la réponse, ce que je veux surtout comprendre, c'est ça veut dire que si il faut attendre la fin de l'histoire pour savoir si la justice universelle disparaîtra ou pas. C'est pas satisfaisant. Bien sûr, non, mais je comprends bien, mais là je faisais que citer Hegel, mais j'allais rebondir, je me suis un petit peu Donc. dans le film. Non, justement, l'histoire, ce que je dis quand je dis que l'histoire passe au tamis du temps, on ne retient que ce qui est bien, et a posteriori, on se rend compte des erreurs qui peuvent être commises justement par les différents droits positifs, par les différentes lois étatiques. C'est des exemples que j'ai pris, bon, Socrate, Jeanne d'Arc, on avait aussi l'exemple de Jules Durand, j'ai parlé de Dreyfus, du coup. Et c'est bien la preuve que l'histoire s'est érigée en juge. L'histoire a jugé, elle a rejugé en quelque sorte ces procès. Alors, certains ont été réhabilités, évidemment, par la suite. Quand je dis c'est l'histoire, évidemment que ce sont des hommes, mais ce sont des hommes à cause de l'histoire qui s'est produite. C'est parce que le fait historique à un moment était tel qu'il était que les hommes en ont tiré le leçon, qu'ils ont pris conscience et qu'ils ont modifié cette égalité. Quand on visite par exemple le Palais des Doges, on voit que les faits historiques sont représentés au plafond, il y a une multitude. Mais comment est représentée la justice artistiquement, ne serait-ce qu'artistiquement? Artistiquement, c'est... Il y a une... Oui, c'est cette divinité qui a les yeux bandés et qui porte le bâton de justice. C'est une femme, d'ailleurs. Oui.
Oui, artistiquement, là, comment c'est représenté? Comment est représentée la justice? Ouais, comment est représentée la Justement, sous le trait d'une femme qui a les yeux bandés et qui porte le plateau de la justice. Nathan. Alors vous nous dites que l'histoire n'est pas le tribunal du monde. Et sans présager de l'issue de l'Libération, vous avez dit également qu'une seule défaite efface beaucoup de victoires. Penserez-vous toujours la même chose, le cas échéant? Alors, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Napoléon. Puisqu'on est dans l'histoire, hein, je pense que si l'histoire retient que j'ai perdu, elle aura commis une erreur. Je n'aurai pas de peine. Ou sinon, la peine que j'aurai moi, mais ça c'est une autre histoire. Nathan, la justice se trompe-t-elle plus que l'histoire? Alors, c'est très simple, l'histoire en fait ne se trompe pas, puisque ou alors l'homme dans l'histoire peut se tromper, comme la justice, puisqu'elle fait aussi l'histoire, mais l'histoire, si on imagine que c'est l'identité, non, elle ne se trompe pas, parce que pour moi, l'histoire, en fait, c'est le hasard. C'est le hasard, puis des hommes qui, en subissant ces aléas, peuvent décider de donner un sens de temps en temps. Mais on est quand même dans un chaos, et le contradicteur l'a dit. D'ailleurs, je trouvais ça étrange, parce que d'un côté, il prend du recul pour montrer qu'il faut voir l'ensemble, et puis complètement la position, et il dit un peu ce que disait Shakespeare, l'histoire est un chaos plein de bruit furent, il dit ah oui, c'est un chaos. C'est un chaos où l'histoire a un sens. C'est un chaos contexte frais, mais l'histoire a un sens quand on la regarde justement en prenant du recul. Le recul de la raison. Oui, Nathan, donc vous nous présentez une histoire où finalement, une histoire bien sympathique où l'individu donc apparaît responsable, maître de son destin, bien sûr, en faisant face aux circonstances et au hasard. Et donc il n'y a pas de déterminisme, mais je me demandais justement si, quand on regarde par exemple la structuration politique des hommes, qui obéit toujours aux mêmes lois, cette division fondamentale justement entre le citoyen et l'étranger. Donc on observe là des phénomènes de répétition dans la socialisation humaine, phénomènes de répétition qui nous induisent à penser que justement l'homme n'est pas vraiment maître de son destin, il a une vie collective qu'il subit et devant laquelle il n'a jamais trouvé jusqu'à présent d'issue. Et cette vie collective induit évidemment des violences terribles. Alors, d'abord, je n'ai pas dit que l'homme était responsable, par contre, je dis qu'il était maître de son destin. Responsable, pas tous les hommes, certains. Ensuite, c'est assez simple. En fait, ce que vous dites, c'est qu'on est justement du regard de l'homme, dans une espèce de finitude, et donc effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, qui sont ce qui nous font des mécanismes, mais en même temps, c'est ce qui fait que l'histoire se répète. Donc, si elle se répète sur certaines choses, il y a une marge de manœuvre sur le reste. Elle se répète, le système politique se répète, mais on peut passer d'une monarchie à une république, à une démocratie. On peut changer les choses tout en restant dans un cadre. Oui, ça, je le conçois. Mais c'est pas un déterminisme dans le sens où on n'a pas dans un sens. Justement, ça se répète. Enfin, on peut se demander si justement l'histoire n'a pas un sens, qui serait le sens de la destructivité humaine, puisque justement l'histoire peut être vue comme une formidable accumulation des forces, puisque l'histoire, par exemple, contemporaine, l'histoire de la science moderne, c'est une histoire qui permet à l'homme aujourd'hui de détruire l'humanité. Donc non seulement l'histoire se répète, parce que la structuration politique se répète, mais l'histoire de la violence se répète aussi, donnant un sens à l'histoire qui serait justement la destruction de l'homme. Alors, finalement, c'est pas l'histoire qui a un sens, c'est peut-être
impression, ce serait effectivement il y a la destruction de l'homme, mais c'est comme un mortel qui vit puis qui meurt, mais sa vie peut n'avoir eu aucun sens. Peut-être peut-être que la Terre va disparaître sans qu'il n'y ait aucun sens. On ne voit pas dans la destruction, c'est comme dans la mort. C'est pas un sens. Ça amène quelque part. Mais pour moi, par les aléas du hasard. Si on arrive à la destruction du monde, je pense que c'est le hasard et la passion des hommes qui aura dominé sur la raison, mais je ne suis pas sûr qu'on en arrive là. Enfin, il faut d'abord sortir de ça. Alors, Monsieur Tafani, en 1974, Johnny Hallyday chantait. Autant pour moi, je me suis trompé de fiche. Donc, si je suis votre thèse, on peut espérer qu'avec le temps, la vérité finira par éclater. Et puisque la recherche de la vérité, c'est finalement la raison d'être du tribunal, il faut considérer que l'histoire et l'écoulement du temps vont finir par faire éclater cette vérité. C'est bien cette idée-là. D'accord. Mais alors, la question que je vous pose, c'est la suivante. À quoi bon avoir un tribunal si celui-ci ne fait éclater la vérité qu'une fois, malheureusement, qu'une catastrophe irréparable sera réalisée? Et prenons l'exemple justement de Jules Durand et de Jeanne d'Arc. Ironie du sort, pardon. Leur nom de famille et leur prénom commencent par la même lettre, JD à chaque fois. Et Jules Durand qui finalement n'a pas été entendu, puisqu'il a été fusillé. Jeanne d'Arc qui a été entendue. Elle criait sur le bûcher « Je veux descendre » et elle a été réduite en cendres. Le positif de l'histoire. Eh bien, pensez-vous que Jeanne d'Arc et Jules Durand sont convaincus que l'histoire, parce qu'elle a fait éclater la vérité, a été un bon tribunal? Il y avait une théorie sur Jeanne d'Arc aussi qui disait qu'elle zozotait. Et qu'en fait, elle tombait amoureuse de son bourreau et qu'au moment suprême, elle lui avait crié « Embrase-moi » Alors pour vous répondre plus sérieusement, c'est justement parce que le véritable tribunal, le tribunal des hommes, celui qui obéit aux trois positifs, se trompe, et c'est lui qui commet cette catastrophe. Donc l'histoire se charge de réparer son erreur a posteriori. L'histoire ne fait pas de nous des hommes raisonnables, c'est bien le problème, c'est que nous nous conformons à la raison quand il va de notre intérêt, quand nous avons un intérêt à le faire. Autrement, nous sommes des êtres de passion, et malheureusement, même les magistrats, les avocats, je ne parle pas pour vous, peuvent être guidés par autre chose que par le sens de la justice. Mais ça veut dire que l'histoire est un tribunal, le tribunal du monde, et que ce tribunal ne rendra pas véritablement la justice comme vous penserez qu'on est en droit de l'attendre. C'est-à-dire au moment opportun. Non, c'est un tribunal qui juge a posteriori, effectivement. Et ça ne vous choque pas? C'est ce qu'on appelle la marge de l'histoire. Mais ça n'a pas à me choquer ou pas, moi je dois adopter un point de vue neutre par rapport à ça. Je ne vais pas être choqué, j'essaye justement d'être plus guidé par la raison que par la passion. D'accord. Alors, Monsieur Mackenzie, vous nous avez dit la raison universelle, c'est Dieu. C'était pendant votre contre-plaidoirie. Et alors, si on ne croit pas en Dieu? On ne croit pas en la raison universelle. Mais on croit en sa raison. Donc, pas de raison universelle. Si on ne croit pas en Dieu, c'est... Ah non, il n'y a pas de raison universelle. Pas de raison universelle, d'accord. Deuxième question pour vous. Vous avez démontré que l'histoire est écrite à la fois par le hasard et puis aussi par le travail de l'homme. Mais finalement, après coup, c'est l'histoire qui pourra porter un jugement de valeur sur ce que l'homme a fait ou sur les conséquences produites par le hasard. Donc, même quand vous démontrez que l'histoire est écrite par l'homme et par le hasard, c'est bien l'histoire qui sera juge à un moment donné. C'est donc l'histoire qui, comme le sujet l'indiquait, contrairement à votre thèse, c'est bien l'histoire qui est le tribunal du monde. Alors, comme il y avait deux choses, ça pouvait être l'histoire du tribunal du monde, du point de vue de Hegel, finalement la raison universelle. Dans ce cas, non, parce que moi je laisse une grande place au hasard dans la vie des hommes. Si ensuite vous dites que c'est l'histoire qui est écrite, qui serait le tribunal du monde, puisqu'on juge le passé, dans ce cas-là, oui, l'historien juge, mais pas à la manière d'un tribunal. Ça n'a pas les mêmes conséquences, les mêmes impacts. Il y a un jugement, mais qui est en tout point différent de celui du tribunal. Sauf peut-être en recherche d'objectivité. D'accord, merci.
au-delà de la raison universelle, la justice, ce que vous parliez tout à l'heure de raison universelle, la notion de dignité humaine, c'est pas une notion spirituelle. Qu'en pensez-vous? La notion de dignité qu'on retrouve. Puisqu'elle n'est pas spirituelle, justement, elle n'est pas universelle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des arrêts qui, au nom de la dignité humaine, vont contraindre certaines personnes à faire ou ne pas faire. C'est pas, la dignité humaine, c'est pas quelque chose qui rassemble tous les hommes, malheureusement. Et pourquoi il existe un tribunal international? C'est une volonté qu'a l'homme, justement, de donner un sens à l'histoire et d'être acteur de l'histoire. C'est presque une volonté de l'homme de remplacer la raison universelle que Hegel cherchait à se convaincre qui existe, justement pour aller vers la liberté. Les cours internationales qui, en une bonne quinzaine d'années, ont jugé une petite dizaine de criminels. Bon, l'efficacité peut-être pas au rendez-vous. J'aimerais une interpellation là même aux deux candidats pour leur demander peut-être de me juger en tant que soit juge, soit historien, puisque l'un est un crime du côté du juge et l'autre du côté de l'histoire qui juge. Tranche de carrière. Vous savez qu'actuellement, quand on interpelle ce contrôle de Metazati, quand on interpelle un délinquant, il est déféré au parquet et se pose la question de savoir si, en gros, on le juge ou on le juge plus tard, ou on le laisse libre, surtout on le met en détention provisoire. Donc si c'est cette question de la détention provisoire et qu'on ne peut pas comparaître immédiatement devant le tribunal, nous avons devant un juge des libertés, le procureur prend des réquisitions, il est assisté d'un avocat avec un greffier, il y a donc toute une procédure très, très protectrice de la dignité et des droits de l'individu. 38 ans en arrière, en tant que substitut du procureur, eh bien, dans cette même situation, je décernais tout seul un mandat de dépôt qui était valable jusqu'au premier jour ouvrable, sans avocat, sans débat contradictoire, sans droit de la défense. Alors, comment me jugez-vous? Hic et nunc. Vous, monsieur Tafani, qui êtes partisan du oui, c'est l'histoire qui va juger. Vous, monsieur Mackenzie, c'est le droit positif, le juge qui va juger. De quoi suis-je coupable? Ai-je été coupable? J'ai été un monstre d'oppression avec une apparence de régularité juridique, et puis finalement, n'étais-je qu'une baïonnette non intelligente, ou bien au contraire, puis-je être pour une partie de mes œuvres acquitté, relaxé, absous, et peut-être un peu moins pour l'autre partie. Monsieur Tafani. Comment se finit votre histoire? Pardon? Comment se finit votre histoire? Comment ça se finissait? Quand vous prenez les mandats de dépôt seul, donc sans... Non, il allait passer le week-end en général à la maison d'après, hein, sans avoir été, pour ce qu'on en analyserait aujourd'hui, réellement et correctement et équitablement défendu. Sans avoir le droit par la suite à un procès. Après, si. Ah, voilà. Mais il y avait cette privation de liberté de quelques jours. C'est le revers de la médaille dont par lien avec M. Roy. Oui, malheureusement, mais ça c'est le problème de la justice des hommes. Mais a posteriori, l'histoire ne retiendra que ce qui était bien. Si ces personnes juridiques avaient ensuite droit à un véritable procès, avec le respect des droits de la défense, avec le respect des contradictoires, enfin tout ce qui fait la justice au sens positif, notre justice, alors il n'y a rien à redire. Vous avez été un honnête équipe du procureur. On m'a toujours dit de taper les juges. Vous demandez de vous juger. Parce qu'après, j'irai dire à tout le monde que j'ai jugé un procureur. Alors, c'est une chose. Pour vous juger, il faudrait que je puisse savoir ce qui passait dans votre esprit, votre conscience. Quelles étaient vos raisons? Parce que si nous avons la même conscience, vos raisons seront les miennes et je jugerai positivement. Ensuite, que je vous juge comme un historien, vous n'avez rien à craindre. Par contre, si c'était un tribunal à ma place qui devait vous juger, c'est là que la différence entre l'historien et le tribunal, vous auriez peut-être des problèmes. Donc, le jugement pourra différer s'il vient d'un tribunal ou d'un historien. Ensuite, comme je vous dis, moi je vous jugerai en fonction de votre conscience. Et je pense que le droit positif passerait après pour moi. J'ai toujours pensé comme ça, malheureusement. Donc,
conscience d'abord et puis le droit positif aujourd'hui aussi. Le droit positif après, mais c'est ce que vous avez défendu. Vous avez défendu l'inverse dans votre plaidoirie. Ah bah. J'ai dit qu'il y avait le droit positif qui faisait partie de l'histoire, mais qu'au contraire, si on veut se battre pour le faire changer, il faut y aller. Après, c'est quelque chose qui dépend que de nous. Il faut y aller, et donc vous serez vous-même, il faut y aller. Donc vous serez, en tant qu'individu historique, vous ferez changer les choses. Voilà, mais pas la raison universelle. Moi, je suis moi tout seul dans ma tête. Oui, vous pensez être au sein de votre tête, vous pensez être libre, mais non, parce que vous êtes vous-même, vous évoluez dans un cadre politique, social déterminé. Ah oui, Vous êtes le fils de votre temps. Avec une subjectivité, oui, mais pas avec un Dieu qui met des fils sur ma tête et qui fait de mes passions. Non, on parle pas de Dieu, c'est vous qui parlez de Dieu. J'ai rien à voir là-dedans. Hegel non plus, Hegel non plus. Et pour rester sur la subjectivité, d'ailleurs, quand vous dites à ce procureur qui ne risque rien, c'est jugé par un historien, si, parce que c'est tout de même un jugement de valeur, et le problème de l'historien, c'est qu'il n'a pas à juger, justement. Il a à connaître. L'histoire n'est pas une science, c'est une connaissance qui est passée. C'est n'a pas à juger, est-ce qu'elle est le tribunal du monde? L'histoire a à juger, pas l'historien. Maxence, je n'ai pas de questions. Mais par contre, je voudrais profiter de votre plaidoirie où vous avez fait référence à des proches, et donc pour vous dire que d'ores et déjà, je crois que grâce à vous deux, nous avons vécu des minutes non seulement nécessaires, mais indispensables cet après-midi. Merci. Bien, merci. Écoutez, nous avons laissé rayonner vos plaidoiries et délibérer.